Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui l'ancien Premier ministre de la Centrafrique, M. Anissé Dolo Guelleh est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation, cher invité. Merci. Comment est-ce que vous avez réagi à la prise de pouvoir par les rebelles de la Séléka en Centrafrique? Pour moi, ça a été un autre coup d'État, une autre prise de pouvoir par les armes, après tant d'autres depuis l'indépendance. J'ai pensé que les accords de Libreville auraient pu empêcher cette situation, auraient pu créer un dialogue qui nous permettait d'aller vers les élections dans quelques années de manière sereine. Malheureusement, les incompréhensions intervenues entre les uns et les autres ont abouti à cela. Je le regrette vraiment parce que un coup d'État encore en Centrafrique, nous n'avions pas besoin de ça. Mais est-ce que cela était prévisible? Bien sûr que c'était prévisible. Ça fait quand même depuis 2006 qu'il y a un certain nombre de rébellions en République centrafricaine. On se demande pourquoi. Depuis l'indépendance, il n'y en avait pas eu et tout d'un coup, il y en avait pratiquement 5-6. Et j'ai eu l'impression que tous les dialogues qui étaient organisés, tous les engagements qui étaient pris n'étaient pas suivis d'effet. Et petit à petit, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais certaines personnes n'hésitent pas à pointer un doigt accusateur vers toutes les personnes qui ont dirigé ce pays, la classe politique en général, dont vous faites partie parce que vous avez été Premier ministre aussi. Bien sûr. Vous savez, la République centrafricaine est un pays qui aurait pu donner de meilleurs résultats. C'est la gestion de l'État qui pose problème. Un pays riche quand même. Hein? C'est un pays qui a des potentialités, qui a des hommes, il n'y a pas de désert en Centrafrique, il n'y a pas de Sahel, tout y pousse. Nous sommes certes enclavés, mais ce n'est pas un obstacle insurmontable. Mais c'est la gouvernance politique qui pose problème. Les hommes politiques ne s'entendent pas. Un pays aussi peu peuplé, où on peut se parler, où on peut partager des choses, où on peut réussir à se partager les tâches et avancer vers le développement, on passe le temps dans les querelles politiques. Et c'est la population qui subit, c'est le pays qui subit. Mais comment expliquer cette exception centrafricaine? Parce que pratiquement tous les pays africains ont pratiquement connu la même histoire après l'indépendance et ainsi de suite. Mais comment est-ce que la Centrafrique fait pour faire exception dans ce registre? Moi, je l'ai vécu, la violence verbale en politique. Quand j'étais chef de gouvernement, il y avait des partis politiques avec des personnalités très fortes. Nous avions des discussions très engagées. Et j'ai eu l'impression que ça pouvait rester au stade des discussions politiques. J'ai eu l'impression qu'on pouvait s'entendre en faisant un peu d'effort, on pouvait évoluer vers des positions communes. Mais écoutez, je suis parti depuis 2001, et puis les choses se sont enchaînées derrière moi. Tentative de coup d'État, rébellion. Et donc, moi, j'ai observé ça depuis quelques années, depuis la B2AC. Je pense que j'en ai tiré beaucoup de leçons. Les rebelles de la Séléka sont désormais les nouveaux hommes forts du pays. Et ce sont eux qui ont pris les rênes du pouvoir. Mais on constate depuis quelques semaines qu'ils y sont, que le pays est encore en proie à un certain nombre de crimes, à un certain nombre d'exactions, à un certain nombre de pillages. Comment est-ce que vous expliquez cela? Est-ce qu'ils n'ont pas prévu cela dans leur cahier de charge, dans leur calendrier? Comment est-ce que on en est encore à avoir plus d'une vingtaine de morts en une journée dans ce pays? Bon, écoutez, moi je n'ai jamais pris des armes, donc je ne peux pas vous dire comment ça se passe. C'est tout à votre honneur, monsieur le Premier ministre. Il se trouve qu'en 2003, quand le président Bozizé est arrivé au pouvoir, ça faisait 18 mois qu'il était en rébellion. Ça n'a pas empêché que quand il a pris le pouvoir, il y a eu 3 journées de pillage qu'on appelait à l'époque des pillages d'anthologie. Mais ce qui se passe depuis 3 semaines est inimaginable. Alors je me pose la même question que vous. Quand on est en brousse et qu'on prépare la prise de pouvoir, est-ce qu'on ne prépare pas la sécurisation du pays? Est-ce qu'on ne prépare pas la sécurisation des villes et des institutions de l'État? Aujourd'hui, l'administration est détruite, les hôpitaux sont détruits, le commerce sont détruits, les usines sont détruites, y compris les institutions internationales ont été visitées. C'est une situation suffisamment grave. Je pense que les nouvelles autorités du pays qui ont été un peu légitimées par le CNT devaient se pencher sérieusement sur cette question avec l'appui naturellement de la CEAC et de la communauté internationale pour arrêter cette hémorragie et rapidement parce que sinon elles ne pourront pas diriger le pays. On ne peut pas diriger un pays en ruine.
Donc c'est vraiment une urgence. Mais l'arrivée, l'entrée dans la capitale Bangui des rebelles, Seleka a été accueilli quand même par des cris de joie, d'allégresse, mais ça ressemble à du déjà vu, non, au moment où le président Bozizé, alors chef rebelle, entrait dans Bangui. Je n'étais pas là quand Bozizé est rentré dans Bangui. Mais moi, je n'étais pas là non plus quand Seleka est entré. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu autant d'allégresse. Les populations attendaient de voir que ça se passe bien. Parce que comme la dernière fois, ça ne s'est pas bien passé, malgré l'allégresse de la population, je pense que cette fois-ci, elles avaient espoir que ça se passe bien. Et je pense que pendant quelques heures, on a eu l'illusion que ça allait bien se passer. Et bon, vous savez, c'est des situations difficiles. Ils arrivent dans une ville qu'ils ne connaissent pas. La gestion de l'État est quelque chose de particulier. Et donc, je pense qu'ils ont été un peu débordés par les événements. Mais il est grand temps de se ressaisir. Les chefs d'État de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, se étaient réunis au lendemain de putsch pour exiger que le président qui va diriger la transition soit issu quand même du Conseil national de transition. Ça a été fait. Hier, on a appelé M. Djotodia le président autoproclamé. Aujourd'hui, il est président plein pot. Mais qu'est-ce qui a changé à part l'appellation? Ben, ce qui a changé, c'est que quand même les forces vives de la nation se sont mises ensemble pour désigner des personnalités qui feraient partie de ce Conseil national de transition. Il fallait élire un président de transition. Tout le monde savait que ce serait Michel Djotodia qui serait encore reconduit à la tête de ce pays. Et effectivement, il n'y a pas eu d'autres candidats parce que chacun savait que c'était déjà dit, la messe était déjà dite, les jeux étaient déjà faits. Est-ce que ce n'est pas là le piège en fait? Entre nous, il ne pouvait y avoir qu'un candidat de la Seleka. Ils sont en armes, ils sont des milliers dans la ville. Ils détiennent le pouvoir militaire. Donc ce n'est pas une désignation démocratique. Ben, c'était difficile qu'un civil non Seleka puisse se présenter à ces élections-là. Donc je pense que les membres du CNT ont voulu être réalistes et aller vite à l'essentiel, c'est-à-dire entamer la période de transition pour évoluer vers le retour à la légalité constitutionnelle. Non, on va évoluer dans cette émission, nous intéressant un peu à vous, M. Anissé Delogele. Vous avez été Premier ministre de ce pays, la Centrafrique dont nous parlons aujourd'hui. Vous avez été président de la BDAC. Aujourd'hui, on vous revoit sur la scène médiatique et pourtant depuis 12 ans, vous avez disparu complètement. Aux dernières nouvelles, vous avez créé une association qu'on appelle Espoir et Avenir. Quel était le but de cette association justement? Parlant de ma disparition, vous savez, j'ai été nommé président de la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Et les statuts que j'ai signés m'interdisaient de faire de la politique. Moi, j'aime bien respecter les engagements que je prends. Oui, mais dès que vous n'étiez plus président de cette banque-là, mais on ne vous a pas entendu non plus. Oui, je suis parti en 2010. 2010, c'est pas loin. Je suis parti en 2010. En ce moment, il y avait des élections. J'attendais que les choses se passent. Et donc, ça s'est passé. Et j'ai vu que ça s'est mal passé d'ailleurs. Et bon, maintenant, j'ai créé cette association parce que je comptais rentrer chez moi, je comptais participer à la vie nationale, aider un peu les plus démunis. Une association, c'est fait pour ça, hein, aller à l'encontre des plus démunis, voir comment on peut aider avec quelques compatriotes qui m'accompagnaient. Mais et pourtant, certaines personnes estiment quand même que cette association, c'était une passerelle pour ne pas trop s'éloigner de la politique et pour pouvoir y revenir au moment opportun. Non, il ne faut pas. Je pense que quand on veut faire de la politique, on utilise les appareils politiques adaptés. Une association n'est pas faite pour une association de cette nature. Hein. Loi 1901 ici en France, ce n'est pas fait pour... Elle reste là en veilleuse non, et non, au non. besoin, on peut utiliser... Non, elle continuera à faire ce qu'elle fait. En revanche, puisque vous parlez de politique, moi je suis en train de rassembler des hommes et des femmes de mon pays autour d'une plateforme politique justement pour essayer de réfléchir comment on peut faire de la politique différemment. Comment on peut avancer, que ce ne soit pas un parti de telle région ou de telle autre région, de telle ethnie. Mais c'est ce que disent tous les hommes politiques. Hein? Non, mais attendez. Généralement, quand vous voyez un parti qui se crée dans l'opposition, c'est un groupe d'amis, c'est un groupe de personnalités d'une région ou d'une ethnie. C'est quand le parti se crée déjà au pouvoir que tout le monde y vient parce que le parti est au pouvoir. Moi, je voudrais faire différemment. Je voudrais, en Centrafrique aujourd'hui, créer un parti où tout le monde vient maintenant. On n'est pas encore au pouvoir. Peut-être qu'on va le conquérir, peut-être qu'on n'y réussirait pas. Mais maintenant, rassembler le maximum de Centrafricains
pour réfléchir la politique différemment sur la base de toutes les erreurs justement que nous avons tous commises depuis des années. Monsieur Dolo-Guellé, la loi exige à ce que toutes les personnes qui ont participé à la transition ne soient plus candidats. Le président Bozizé certainement n'y sera plus. Est-ce que l'horizon est ouvert pour que vous y allez, vous? Il faut déjà que les conditions d'organisation de ces élections soient réellement mises en place. Il faut que la sécurité revienne. Il faut que les indicateurs, comme vous avez dit tout à l'heure, passent à l'orange puis au vert. Et à ce moment-là, nous déciderons avec les personnes qui m'accompagnent si je dois aller me présenter. Mais de toute façon, la situation ne sera pas pire que ce qu'elle est aujourd'hui, bien entendu. Vous croyez? Vous attendez quoi donc? Non, mais j'espère bien qu'elle sera meilleure. J'espère bien que la situation sera meilleure. Non, je crois qu'il est indécent aujourd'hui, alors que les Centrafricains n'ont pas séché leurs larmes, de commencer à afficher ostensiblement des ambitions. En tout cas, on ne dispose que de 18 mois pour se décider, pour aller aux élections. Et il faut préparer, il faut mettre le parti en place, se préparer, se décider. Est-ce que vous aurez suffisamment de temps, monsieur Dolo-Guellé? Nous ferons ce qu'il faut pour avoir le temps nécessaire. Vous êtes optimiste pour votre pays? Oui, absolument. Je suis toujours optimiste. Je vous demanderai de regarder cette caméra et d'adresser le message de votre choix à vos compatriotes qui sont en demande aujourd'hui. La situation est certes compliquée, désespérée, mais elle n'est pas perdue. Il suffit simplement qu'on puisse... nous, les femmes et les hommes de ce pays, se mettre ensemble pour redresser ce pays avec les moyens dont la nature nous a comblés et avec l'aide des pays amis frères. Comptons sur nos forces, chers compatriotes, et nous pourrons sortir de cette situation difficile aujourd'hui. Message d'optimisme. Merci beaucoup, monsieur Dolo-Guellé. C'est un plaisir pour nous de vous avoir eu en face de nous pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi aussi. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.